Bonjour et bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et chaque mardi, je te propose des conversations avec des humains et des humaines concernés de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets importants de société, souvent éloignés des contes de fées, mais toujours criants d'actualité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Johanna, jeune maman solo d'un petit gars d'1 an. Johanna a toujours su au fond d'elle-même qu'elle serait maman un jour. Son idéal, une famille nombreuse, des rires qui résonnent dans la maison, un conjoint aimant qui serait le père de ses enfants. Mais la réalité de Johanna est aujourd'hui tout autre. Pourtant, tout avait très bien commencé. Après plusieurs années de perte de vue, elle retrouve son amour de jeunesse, ils s'installent ensemble et décident de faire un bébé. Une fois la graine installée, c'est le bonheur. C'est exactement ce dont elle avait rêvé. Mais alors que la grossesse se poursuit, son conjoint semble se désintéresser d'elle. Elle se dit qu'elle se fait des illusions et que c'est sans doute plus difficile pour lui de se faire à l'idée d'un enfant. Jusqu'au jour où, à l'aube de son 7e mois de grossesse, Johanna découvre que l'amour de sa vie, le futur père de son enfant, la trompe avec une autre. Le rideau tombe, le rêve vole en éclats. Et c'est toute une vie que Johanna va devoir reconstruire. Dans cet épisode, Johanna nous parle de la réalité du devenir mère en solo. Un discours plein de résilience, de force et d'amour inconditionnel. Tu pensais être seule à galérer ? Mets tes écouteurs et prenons un café. Bonjour Johanna. Bonjour Élise, comment Bienvenue. ça va ? Ça va bien et toi ? Oui, ça va, merci. Je suis bien contente de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui et d'enregistrer ce nouvel épisode de Prenons un café. Avant de commencer, est-ce que pour les auditeurs et les auditrices, tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Bien sûr, donc moi c'est Johanna, j'ai 32 ans, j'habite dans le sud de la France et je suis la maman d'un petit bonhomme extra qui a aujourd'hui 10 mois. Et aussi la maman d'un chat très bizarre. Et c'est tout, voilà notre famille. Ok. Je te pose la question traditionnelle de Prenons un café. Est-ce que tu as toujours désiré être mère ? Au plus profond de moi, oui, c'était vraiment viscéral. Comment ça se traduisait ? Enfin, comment tu le ressentais ? À quel moment tu t'es dit, est-ce que ça a toujours été présent ou est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit, ah tiens, j'aimerais bien être maman ? Non, ça a toujours été présent de toute petite. Il faut dire que j'ai baigné dans un univers où ma maman était dans tout ce qui était centre de loisirs, crèche, etc., etc. Donc j'ai grandi à côté de bébés et j'ai toujours une passion folle pour les bébés. Alors je précise bien bébé, moins de 2 ans, c'était vraiment voilà mon truc à moi. Et aussi loin que je me souvienne, ça a toujours été une grande passion. Autant les poupons que les petits-enfants. Et on m'a toujours laissé faire. Je pense que j'avais cette chose assez naturelle d'aller vers les enfants et d'être très maternante et très aimante. Donc, ça m'est jamais venu tardivement. Ok. Pourquoi tu précises justement les bébés et pas forcément aussi ? Et je sais pas, j'ai toujours eu ce petit truc qui fait que je trouvais de toujours que pour moi, c'était plus facile en fait de s'occuper d'enfants très petits, même le 0-6 mois, c'était vraiment ma période préférée, alors que ça l'est pas forcément pour beaucoup de monde. Et alors que pour moi, c'est vraiment, oui, c'est fantastique, un bébé, c'est magnifique, c'est tellement pur en fait, il y a voilà, ça a besoin de quelqu'un d'autre pour vivre. Et je pense que c'est cette forme de réalité, de besoin d'amour qui est sincère et qui m'a toujours fascinée. Et voilà, et ça grandit trop vite après. Et du coup, je trouve que c'est beaucoup plus complexe quand ça grandit et que ça sait s'exprimer. Qu'est-ce qui rentre en jeu justement pour toi quand il commence à grandir ? Bon, après, ton bébé, toi, a 10 mois. Donc, Tout va bien pour tu l'instant. restes encore dans une phase toute petite quand même. Mais qu'est-ce qui devient challengeant pour toi ? Je pense de ne plus être la personne dont ils ont besoin parce qu'ils se développent et ils ont moins ce besoin. Et je pense que c'est ça. Sincèrement, ça doit être ça. De plus avoir l'exclusivité ? C'est ça, de les voir se détacher, de les voir gambader sans le besoin de quelqu'un à côté. Voilà, je pense que ça rime à ça. Ouais. Et ça a toujours été. Ok. Et avant de devenir mère, comment tu envisageais, toi, ta maternité et ta vie de famille ? C'était quoi ton schéma idéal ? Mon schéma idéal, c'était plusieurs enfants.
C'était de devenir la maman. Je viens d'une famille de 3 enfants. Et on a une maman très très aimante hein, et très bienveillante puisque c'était son boulot aussi. Mmh. Et je me suis toujours imaginée un petit peu reproduire ce schéma-là, avoir plusieurs enfants et par contre dans une famille où il y a un super papa. Un super papa qui est là et qui joue son rôle de papa réel parce que moi j'ai pas eu cette chance-là malheureusement. Ouais. Donc j'avais toujours imaginé ça, une famille avec moi en tant que maman, un papa, chéri hein, qui devient papa, et des enfants. Mais du coup, parce que tu le disais en introduction, toi, quand tu présentes ta famille, c'est toi, ton bébé et ce chat maléfique. Enfin, pas maléfique, Si, chelou. si. Comment est arrivé finalement sur la table ce projet de bébé? Comment ça s'est passé pour toi? Est-ce qu'il y a eu un déclic de ah maintenant je suis prête, je veux faire un bébé parce que c'était quelque chose qui était quand même très ancré en toi, quelque chose dont tu avais envie, ou est-ce que c'est arrivé par surprise ou accident selon la façon dont on le nomme? Alors ça a toujours été en moi. J'ai toujours su que c'était pas, je cherchais pas forcément la personne pour avoir l'enfant. C'était plus si je suis bien avec cette personne et que je vois en cette personne un papa, donc il y aurait possibilité. Donc quand j'étais donc avec le papa de mon fils, je lui ai expliqué mon désir profond et je lui ai dit le jour où tu seras prêt, ça viendra de toi. Mais moi, je suis prête depuis très longtemps. J'ai jamais voulu, hein, quand j'étais très jeune, avoir un enfant, ça ne Ouais. m'intéressait pas. Mais par contre, je savais que quand je serais en âge, c'est-à-dire entre la période des 25, je voulais pas d'un enfant trop jeune, je voulais vivre, profiter, 25, 35, je me suis dit, voilà, ça sera ça, et c'est tombé sur lui. Et donc, j'ai attendu qu'il soit prêt. Ouais. Et il a été prêt à un moment? Et à un moment donné, il a été prêt assez rapidement. Ouais. Il m'en a fait part et du coup, se sont entamés les meilleurs mois, si je puis dire, de la relation, puisque au final, voilà, hein, c'est le plus Ouais. simple. Ça reste voilà naturel et puis voilà, il y a un but au bout et on a eu beaucoup de chance parce que ça s'est mis en place tout de même assez rapidement. Alors pas en un mois, mais en moins de 6 mois à peu près. Ouais. Et je me souviens ça semble très bizarre pour beaucoup de personnes, mais en même temps, ça reflète vraiment la vérité. Cette tristesse quand nos règles arrivent tous les mois, quand on a un essai bébé et qu'on se dit mince, toujours pas. Ouais. J'ai eu ça pendant 6 mois, jusqu'au jour où en fait je me suis levée le matin et je sentais qu'il y avait quelque chose. Et voilà, il y avait plus de doute. Je suis allée au laboratoire et j'ai acheté 3 tests de grossesse à mettre dans le pipi. Parce que un ne suffisait pas, évidemment. Bien sûr. Et j'étais pas forcément contente. J'étais choquée. Ah ouais, pourquoi? Eh bien, parce que ça y est, ça arrivait, en fait, et je n'y croyais pas, je n'y croyais plus, mais en fait, je me suis retrouvée dans ce truc à me dire, oh, ben, encore une fois, c'est pas pour ce mois-ci, ça met du temps. Et du coup, quand ça arrive, je me suis dit, oh, merde, c'est réel. Ça y est, tu es enceinte. Waouh, ok. Et donc j'ai pas eu cette grande vague d'émotions où on pleure, où voilà, on est on saute de joie et tout ça, parce que j'étais seule à la maison quand c'est arrivé. Et j'ai dû patienter jusqu'au soir, que monsieur rentre, et du coup pour partager ce moment avec lui. Et là, par contre, après, oui, ça a été de l'émotion quand je lui ai annoncé. Voilà. Mais il y a une grande différence entre, tu vois, avoir cette envie de bébé, cette projection, et quand ça t'arrive vraiment, tu dis, ah oui, en fait, là, je peux plus, enfin, reculer. C'est pas, si tu peux toujours reculer, mais c'est vraiment vrai. Je me suis vraiment lancée dans cette aventure. Je vais vraiment être maman. Et c'est pas du tout la même chose que d'essayer. Enfin, il y a vraiment cette prise de conscience quand le test devient positif qui est particulière. Je me dis, ah oui, alors donc là, maintenant, ma vie change. Ah oui, mais c'était vraiment ça. Je me revois avec mes tests plantés là dans mon petit pot de pipi et à me dire mais c'est réel, tu l'as idéalisé, tu l'as imaginé, tu l'as tant voulu et voilà, tu y es. Et là maintenant quoi? Ouais, c'est ça. Et voilà. Et là rien que ce mal de ventre de se dire j'attends qu'il arrive ce soir pour lui dire et pour partager la nouvelle. Oh là là, j'ai pas tenu, j'ai dû appeler une de mes meilleures amies, j'ai pas tenu. J'avais besoin. Oui, j'avais besoin de quelqu'un pour partager ce secret. Ça se comprend carrément, carrément. À ce moment-là, elle ressemblait à quoi ta vie de couple? Eh bien, ça faisait 1 an et demi qu'on s'était retrouvés. Je dis bien retrouvés avec le papa parce que c'était mon amour de jeunesse.
Donc c'était mon amour de jeunesse, c'était mon meilleur ami quand j'étais adolescente, et puis on s'est mis ensemble quand on était jeunes, de 18 à 20 ans à peu près. Puis ça n'a pas fonctionné parce que trop jeune, trop vite. On s'est perdu de vue pendant 10 ans et on s'est retrouvés pour nos 30 ans. Et donc du coup c'était chouette parce que du coup on vivait cette idylle, on vivait ce pas fini, mais en même temps ce goût de nouveau avec des bases qu'on connaissait, et franchement on était sincèrement amoureux et c'était génial. Donc en fait se dire qu'on allait avoir un enfant ensemble, et c'était vraiment waouh, quelle chance, quelle chance. Ça donnait une jolie histoire à raconter, ce côté, tu vois, C'est ça, on se connaît presque depuis toujours, enfin depuis nos c'est plus ça. jeunes années, et tu vois, c'était le destin, c'était écrit, il fallait qu'on se C'est ce retrouve, tout qu'on ça. nous a dit. On nous a tous, enfin toutes les personnes autour de nous ont dit ah vous devriez écrire un livre, c'est fantastique, ça n'arrive jamais, vraiment votre histoire est trop belle. Et puis alors quand on a annoncé qu'on attendait un bébé, c'était voilà, aux yeux de tous c'était mais vraiment c'est idyllique, voilà, parce qu'il faut savoir que bon voilà, moi j'ai eu un passé un petit peu traumatique juste avant lui, la personne avec qui j'étais avant, ça s'est pas bien soldé, et du coup là on se dit waouh trop bien, trop chouette, Ouais. et voilà. C'est trop chouette. Enfin, c'est vraiment le happy ending, tu sais. C'était ça, la boucle est bouclée, Ouais, en carrément. fait. Carrément. Et comment il réagit à l'annonce de la grossesse, lui? Eh ben, en état de choc lui aussi, heureux, mais en état de choc. Ah, la même réaction que moi. Et du coup, on a mis un petit moment, on s'est assis sur le canapé, je nous revois vraiment, ok. Et donc là, on s'est projeté sur un futur, vraiment c'était comme sous les étoiles à imaginer qu'est-ce qui allait se passer sur les 3 premières années, les 10 premières années, les 20 premières années. Ouais. Et c'était fantastique, quoi, de s'imaginer ce petit bébé. Tu le disais en introduction, aujourd'hui, toi, tu es maman solo, tu es maman célibataire. À quel moment de ce process, de cette grossesse et de l'arrivée de ton enfant, ça s'est dégradé entre vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, là, c'est vraiment la question que je me pose encore à ce jour. Moi, je n'ai rien vu arriver, je n'ai rien vu venir. Alors, est-ce que c'est parce que j'avais des œillères de la grossesse qui rendent tout beaucoup plus beau parce que ma grossesse a été idyllique, ou est-ce que c'est parce que j'ai pas voulu voir? Je ne sais pas. Mais le tout est que j'ai commencé à avoir des doutes sur monsieur aux alentours de l'été. Et moi, Ouais. je devais accoucher en décembre. D'accord. Donc ouais, t'étais à quoi? 3, 4 mois? Ah oui, non, 6 6 mois à mois. peu près. Pour moi, 6 mois, l'automne ouais. dure longtemps, excuse-moi. Oh oui, 6 mois. Et du coup, je le sentais de plus en plus distant. En fait, il faut dire que au moment où j'ai réalisé, c'est après que les flashbacks me sont revenus. Donc quand ça s'est passé en été, je me suis dit oh il est bizarre quand même. Il est investi dans la grossesse, oui, mais il est pas très investi en moi. Il est plus trop présent. Il me regarde plus. Il n'est plus affectif. C'est bizarre. Est-ce que c'est la grossesse qui lui fait ça? Peut-être. On ne sait pas. Il y a des hommes à qui ça joue et tout ça. Et c'est ce qu'il disait en fait. Il disait que c'était la grossesse qui le perturbait. Je l'ai cru. Mais en fait, je refais les flashbacks et je me dis qu'en fait, après le moment où on a annoncé en mai à nos familles que j'étais enceinte, c'est le moment où ça s'est dégradé parce qu'en fait, il s'est lancé à corps et âme dans le sport en l'occurrence et passait plus de temps en fait, être occupé sur d'autres choses et beaucoup plus de temps sur son téléphone, voilà. Ouais. Donc bon, moi je me suis dit laisse de la place, je suis quand même quelqu'un qui fait confiance et qui est très flexible, donc j'ai pas insisté, je me suis dit peut-être qu'il a plus besoin de temps. Toi, c'est quelque chose que tu as toujours voulu, cet enfant, c'est ancré au plus profond de toi, mais pour lui c'est pas ça, c'est un homme, c'est pas la même réaction, peut-être voilà, laisse-lui du temps. Mais en fait, c'était pas du tout ça, c'était juste qu'il était trop occupé malheureusement à aller à voir ailleurs. Au travail. Ah oui. Voilà. Donc en fait, il m'a trompée pendant une longue période, je dirais 4 à 6 mois, quelque chose comme ça. Et donc ça a commencé effectivement à partir du moment où on a annoncé à nos familles. Donc c'est pas l'élément déclencheur, tout à fait, quand j'étais enceinte. Ouais. C'est pas l'élément déclencheur qu'on l'a annoncé à nos familles, pas du tout. C'est juste que je sais pas, il s'est perdu à ce moment-là dans ce rouage et il a pas réussi à s'en sortir et voilà. Tu l'as appris à quel moment, toi, qu'il te trompait et comment tu l'as découvert? Toujours se fier à son instinct. Voilà. Donc, quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Hélas. Je l'ai senti parce que, comme j'ai dit, voilà, il se lançait à corps et âme dans le sport, il était plus trop à la maison, il passait beaucoup de temps avec les collègues, mais bon, en même temps, voilà. Et j'ai demandé plusieurs fois à les rencontrer, les collègues, à aller boire un pot avec eux et tout ça, et il y avait toujours des excuses, c'était pas possible. J'ai pas forcé, je suis pas quelqu'un qui force la main. Pour moi, j'ai confiance, tu as confiance, tout va bien.
Eh bien non, j'aurais pas dû. Et j'ai fouillé. J'ai fait ce que voilà beaucoup d'entre nous font. C'est pas ma nature, mais là vraiment je sentais que ça allait pas et je ne trouvais rien jusqu'au jour où j'ai trouvé. Et là j'étais enceinte et j'étais dans le 7e mois de grossesse. Ah oui, donc déjà bien avancé. Exactement, je me revois fouiller dans son téléphone et trouver en fait des messages, des échanges avec cette personne-là et aussi des écrits qu'il n'a pas envoyés mais qu'il a écrit tout de même destinés à cette personne. Et je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas juste une histoire sans lendemain, il était tombé amoureux en fait. Ouais. Et c'est ça qui m'a interloquée parce qu'en fait tout l'amour qu'il ne me donnait plus, il le transvasait sur cette personne-là. Ouais. Et donc, ça m'a fait du mal parce que je me revois lui dire en mai, après qu'on a annoncé à nos familles, on est parti en week-end à l'étranger, et je lui avais dit, je ne te sens plus, et tu me fais, c'est très dur ce que je vais dire, mais c'est ce que j'ai ressenti, tu me fais sentir comme une mère porteuse. Parce que j'ai l'impression de n'être plus qu'un ventre pour toi, donc il me caressait le ventre, et c'est tout. Il parlait à son enfant, mais ne me parlait pas, voilà, il y avait rien qui était fait pour moi en fait en tant que femme, il y avait pas. Alors oui, il s'assurait que je mange effectivement, que je bois assez, mais voilà, c'était physiologique cette relation, c'était plus du tout une relation affectionnée et c'est devenu très difficile pour moi. Ouais. Comment il a réagi quand tu lui as dit ça, cette histoire de mère porteuse? Il a pleuré. Sur le coup, il s'est excusé en me disant que non, c'est qu'il savait plus trop, que c'était difficile, que ça devenait réel, qu'il y avait cet enfant qui allait arriver, qu'il savait pas trop où trouver sa place. Bon, moi, je l'ai cru parce qu'en fait, c'était vraiment ok, c'est plausible, hein. Voilà. Et bon, la relation a continué, l'été s'est entamé et en fait, c'était toujours pareil. Il était là sans être là, il passait du temps, il pouvait être sur le canapé mais sur son téléphone. Voilà, et j'avais l'impression que de faire des choses ensemble, ça l'ennuyait. De préparer les affaires de ce bébé, ça l'ennuyait. Alors il le faisait, mais voilà, ça lui coûtait quoi. Ouais. Il n'était pas investi vraiment comme je l'aurais imaginé et comme il est aujourd'hui, je le vois en tant que papa, c'était l'opposé pendant la grossesse. Ouais. Donc toi, tu apprends vraiment les choses quand tu entres dans ton 7e mois. C'est quoi ta réaction à ce moment-là? Je suis tombée de très haut. Ça m'a fait très mal. Je me souviens très bien, j'avais la nausée qui m'est revenue. Alors après le premier trimestre, être malade tous les jours, c'était pas cool. Ouais, ce sentiment de malade, de perdre pied en fait, de se dire oh là là, c'est comme si j'étais sur un tapis, que quelqu'un tirait, que je tombais à la renverse et voilà. Et de me dire pourquoi ça m'arrive, enfin, c'est pas juste. J'ai toujours rêvé de cette famille, j'ai toujours attendu ce moment-là. C'est pas ok quoi. Sauf qu'en fait, quand je l'ai appris, sa famille arrivait 5 minutes après. Oh là là. Je l'ai appris un samedi matin et ils arrivaient vraiment, littéralement, 5 minutes après. Donc j'ai pris sur moi, je me suis enfermée dans les toilettes parce que j'ai vu du coup sur son téléphone, voilà. Et j'ai prétendu avoir mal au ventre le temps qu'il aille sur le parking récupérer sa famille. Et quand ils sont arrivés, ça se voyait sur mon visage parce que je ne sais pas mentir, hélas, donc ça se voyait. Donc j'ai prétendu avoir mal au ventre, voilà, quelque chose basique, c'est passé. Et en fait, il devait partir chercher quelque chose avec son père. Et quand il est parti, sa mère était restée avec moi. Et je me suis effondrée en fait. Je me suis effondrée de suite. Je suis tombée à la renverse. Et c'est le cas de le dire sur le canapé. Je suis tombée de tout mon poids en lui disant il y a quelque chose qui va pas avec votre fils, il me trompe, voilà. Donc elle l'a pris en pleine tête elle aussi parce que je pense que quand on est maman on s'attend pas à ça, non, surtout comme ça dans ce contexte. Et elle m'a dit écoute, tu ne peux pas rester dans l'état dans lequel tu es parce que ça va te rendre malade, tu n'as pas besoin de ça, tu es enceinte et tu devrais lui parler. Donc du coup elle m'a dit si tu le sens, perce l'abcès quand il rentre et puis après décide de ce que tu veux faire. Voilà, ils étaient là, les beaux-parents, on a fait, c'était affreux. Donc tu as fait la confrontation avec eux d'un côté ? Oui, tout à fait, un espèce de mini apéritif, allez, ok. Et en fait, c'est sa mère qui a lancé le sujet parce que moi je bouillonnais. Et j'avais juste envie, c'est affreux à dire, j'avais juste envie de le frapper, mais je me retenais parce que je me disais, tu es enceinte, tu veux pas être agressive parce qu'il y a cet enfant, il faut pas qu'il ressente tout ça. Donc voilà. Et sa mère qui a dit, écoute, Johanna a quelque chose à te dire. Et donc lui, en fait, prétendait que il y avait rien. Il a nié. Il a nié devant ses parents, alors que ses parents étaient au courant du coup, et il a nié.
en bloc. Jusqu'à ce que, après plusieurs tentatives, je lui dise, tu es sûr de vouloir continuer à mentir? Tu es sûr? Et il niait. J'ai dit, ok, très bien, alors donne-moi ton téléphone si tu es sûr de toi. Et bêtement, il m'a tendu son téléphone. Donc je suis allée droit au but dans son téléphone et je lui ai tendu l'écran. Et là, par contre, il est tombé. C'est à son tour qu'il est tombé à la renverse. C'est fou que, après, je peux comprendre, c'est des mécanismes de défense, mais d'aller aussi loin dans le mensonge ou d'à ce point nier la réalité, de devoir attendre qu'on te prouve les faits juste devant les yeux, alors que tu sais que ce que tu as fait, quoi. Je trouve que c'est dur aussi, en tant que personne qui est trompée, de découvrir ça, enfin, donc premièrement le découvrir, mais en plus de faire face à quelqu'un qui nie ce que tu dis. Je trouve ça. Enfin, c'est. Tu dois poser. Est-ce que tu t'es posé des questions? Tu te dis, attends, est-ce que je l'ai imaginé? Tu te remets en question ou en doute? Non, j'étais vraiment moi sûre de moi après avoir vu ce que j'avais vu, parce qu'en fait, donc après cette histoire de je me sens comme une mère porteuse, j'ai quand même demandé à ce qu'on aille en thérapie de couple pour essayer de consolider avant l'arrivée du bébé, parce que je le sentais pas trop. On a fait la thérapie de couple, on l'a pas terminée, et en fait, quand je l'ai confronté, il m'a dit, en fait, avant que je lui montre l'écran de son téléphone, il m'a dit, je sais que ça va pas trop entre nous, mais quand même, on est en thérapie de couple, c'est justement pour que ça aide, ça avance, enfin, quand même, tu sais que... Et j'ai vu le visage de ses parents se décomposer parce que eux savaient ce qui était en train de se tramer et que ça allait exploser comme une bombe dans les quelques secondes qui suivaient. Et en fait, il a continué, oui, il est resté dans son mensonge, mais je pense parce qu'il était certain que je ne savais pas. Et qu'il pensait pas que je découvrirais et qu'il pensait pas que ça me ferait autant de mal. Voilà. Pour lui, c'était un mécanisme de on va éviter en fait de créer un gros problème qui fait que vu qu'elle est enceinte, ça pourrait créer des problèmes plus gros. Sauf qu'en fait, non, en mentant, clairement, c'était pire. Une fois que tu l'as confronté avec les messages, il a enfin avoué? Un petit peu, il a commencé à parler en disant que c'était rien, qu'effectivement il s'était perdu, que il a beaucoup pleuré, que voilà, c'est une personne qui est sincère après quand il est dans ses émotions, donc quand il pleure, je sais que vraiment voilà, il sait pas pleurer sur demande. Et effectivement, il a expliqué qu'il regrettait, que voilà, il s'était perdu, qu'il voulait corriger ça, qu'effectivement notre enfant allait arriver et qu'il voulait faire mieux et que voilà. Donc sur le coup, moi je suis partie de la maison. Parce que je pouvais pas le regarder en fait, je le supportais pas. Donc je suis partie, je les ai laissés passer le week-end. Et je suis revenue au bout de le dimanche soir, je crois quand eux étaient partis, les parents étaient partis. Et ils ont compris, hein, évidemment, que je pouvais pas rester dans le même espace, voilà, je n'y arrivais pas. Et on a essayé de parler, on a essayé d'essayer de comprendre. Et moi, j'étais vraiment dans le sens de, on peut pas se séparer en fait. On a un enfant qui arrive, il faut qu'on fasse au mieux, il faut que tu travailles sur toi, que tu arrêtes cette relation, que tu changes de travail, etc., etc. Et ça tombait à merveille. Je partais quelques jours à l'étranger une semaine après. Je partais chez une amie pendant une semaine à l'étranger et je me suis dit le timing, et finalement au début je me suis dit c'est bête, tu devrais pas faire ça, tu devrais pas partir parce que c'est au milieu de tout ça et ça va pas aider. Mais au final je me suis dit prendre de l'espace, ça sera peut-être la meilleure des choses à faire. Il va réfléchir et puis quand je reviens on pourra rediscuter. Donc on n'était pas sur de mauvaises bases, on s'est parlé tout le temps que j'étais partie, mais c'était évidemment froid, mais on a gardé le contact tout de même. Et j'étais pleine d'espoir, on va pas se mentir, hein, quand je suis revenue, en espérant que on se retrouve plus ou moins, qu'on arrive à passer l'éponge, ou en tout cas qu'on fasse mieux, qu'on remplisse ces fissures, voilà, et qu'on avance en fait, tout simplement. Et ça, c'était mon grand espoir. T'étais prête à pardonner? Oui, j'étais prête à pardonner, vraiment. J'étais prête à pardonner pour avoir cette famille. C'était tellement quelque chose que j'avais à cœur, je voulais tellement ça pour notre enfant. Et en fait, quand je suis revenue, j'ai refouillé dans son téléphone. Et patatras. Et en fait, il continue à parler à cette personne en lui expliquant ce qui s'était passé et que il n'arrivait pas à se la sortir de la tête et qu'il en était fou amoureux, mais qu'il fallait qu'il reconstruise quelque chose avec moi pour son enfant. Quand j'ai lu ça, ça m'a démoli une deuxième fois en fait, parce qu'il ne voulait pas de moi, il voulait juste que je sois là en tant que la mère de son enfant, il ne voulait plus de relation clairement. Donc là, à partir de ce jour-là, je suis partie. Je suis partie, on habitait dans une autre ville et je suis partie de cette ville-là pour rentrer chez ma famille. Ça en est suivi donc 2 longs mois
d'être voyageur, de vivre sur les canapés de la famille, le lit d'appoint. C'était affreux, parce qu'à la fin d'une grossesse, on n'imagine jamais ça. On imagine faire la chambre du bébé, préparer les petits habits, laver, sécher, prendre le temps pour soi, aller se faire un massage, un soin. Et en fait, moi, j'étais pas dans ça. Moi, j'étais dans qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que je fais. J'avais des contractions à balle parce qu'en fait, le stress, tout simplement. Donc, j'étais suivie sous monito toutes les semaines à partir de ce moment-là. J'ai dû retrouver tout bêtement un gynécologue dans la ville où je suis arrivée, une sage-femme dans la ville où je suis arrivée. Enfin, vraiment, c'était un chamboulement. Et puis, qu'est-ce que je vais faire quand ce bébé va arriver? Il va me falloir un appartement. Sauf que là, j'ai arrêté de travailler. Donc, en fait, je peux pas. C'était vraiment, mais vraiment un stress. Enfin, c'était l'opposé de ma grossesse idyllique. Et j'ai eu l'impression de tomber de plusieurs étages. Carrément. Tu es partie, donc tu dis. À quel moment vous avez, et est-ce que vous l'avez fait, vous avez discuté de la suite avec ce bébé qui arrive? Parce que une séparation, quand il y a déjà les enfants, à la limite, tu sais, tu as déjà une organisation, c'est le lien qui est là. Toi, le bébé, il était à l'intérieur de toi. On sait qu'un nouveau-né, ça peut pas forcément gérer des gardes alternés ou des trucs comme ça. Tu sais, tout ce que tu prépares dans une séparation quand les enfants sont déjà plus grands, toi, c'est différent. En plus, tu connais pas encore ton bébé, tu l'as pas rencontré, il est à l'intérieur de toi. Est-ce que vous avez réussi à discuter de ça et comment toi, tu percevais tout ça à ce moment-là? C'était hyper compliqué parce que je savais pertinemment que ce qu'il se passe à ce moment-là, mon enfant le ressentait. J'avais une connexion extrême avec mon fils, qui du coup c'est un petit garçon, pendant toute la grossesse et je lui parlais énormément. Donc à chaque fois que je voyageais en fait entre la ville et ma famille pour aller chercher des affaires, pour aller chez la gynécologue, etc. Le temps de transition en fait, je parlais à mon petit bébé et je lui disais tu sais c'est en rien ta faute, enfin vraiment voilà ça arrive, c'est papa et maman voilà ils sont plus d'accord sur certaines choses mais toi tu n'y es pour rien, toi tu es le fruit de l'amour vraiment, t'as été tellement désiré, enfin voilà vraiment j'essayais de parler à voix haute à ce bébé et je l'ai fait et finalement c'est devenu tellement naturel qu'au final j'ai tellement parlé à mon fils qu'aujourd'hui c'est une pipelette, voilà. Mais du coup mon ressenti c'était qu'est-ce qui va se passer et comment on va faire effectivement parce que on va avoir besoin de s'entendre. On va falloir qu'on trouve des solutions et voilà. Donc je lui ai proposé de partir et de lui donner des nouvelles tout de même de la grossesse très souvent hein, donc il m'envoyait quand même des messages très très souvent même dans la journée tous les jours pour savoir si ça allait, si j'avais mangé, si la grossesse passait bien, si j'avais des contractions, enfin voilà vraiment tout. Et je lui ai dit par contre ça a été la chose la plus difficile pour lui et je pense qu'à ce jour c'est toujours la chose la plus difficile pour lui même malgré que notre fils ait 10 mois que je ne voulais pas de lui à l'accouchement. Ah ouais? Et ça a été brutal pour lui. Pourquoi tu voulais pas? C'était trop difficile. Moi, je l'aimais à lui, vraiment. Et lui, il m'a abandonnée sur le bord de la route alors que je portais notre enfant. Et mon projet de naissance, c'était vraiment un projet physiologique. Qui dit projet physiologique dit j'ai besoin de beaucoup d'amour à ce moment-là et tu ne m'en apportes pas parce que tu ne m'aimes plus. Enfin, c'est le ressenti que j'ai. En tout cas, tu ne m'aimes plus. Tu n'as pas l'air de te soucier de moi en tant que femme. Et je lui ai dit, voilà, le jour où ça arrive, ça sera pas avec toi et tu viendras bien évidemment à la maternité, je ne t'interdis rien, mais dans la salle d'accouchement, je ne peux pas t'avoir à côté de moi parce que tu ne vas pas être la personne qui va savoir me soutenir, qui va savoir me donner de l'amour et de la confiance et m'aider en fait à donner la vie en fait. Hein. Et ça a été extrêmement difficile pour lui. Il y croyait pas. Il croyait pas du tout et en fait il pensait que je changerais d'avis. Donc ça a été très dur. Et pour le reste, pour ce qui a été les gardes alternés etc., je lui ai dit qu'on ferait au fur et à mesure et je lui ai proposé tout de même de passer tout son congé paternité avec nous quand bébé serait arrivé et que j'allais me débrouiller malgré que je n'ai rien à chercher un lieu de vie où on pourrait tous les trois être parce que je ne voulais pas repartir dans notre ancien appartement parce c'est ce que j'allais être poser comme question, c'est que c'est vrai que c'est toi qui es partie et c'était pas envisageable pour toi que ce soit l'inverse? Non, parce qu'au final ma famille était
là, ici, dans cette ville-là, et pas dans l'autre ville. Oui. Donc, quand bébé était arrivé, c'était beaucoup plus simple d'être sur la même ville que ma famille qui m'a soutenue, plutôt que si ça avait été eux qui auraient dû faire 1 heure de route à chaque fois pour venir. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc, même si c'était très difficile et très bancal, j'aurais préféré mon confort, c'est sûr. Mais pour le soutien moral, non, c'était essentiel d'être là. Et c'est lui, du coup, qui est venu. Donc, j'ai trouvé, tant bien que mal, un endroit où j'ai pu aller vivre à sortie de la maternité. Et il est venu avec nous et il est resté là. Ok. Mais c'est beau d'avoir su répondre à tes besoins pour la naissance. Parce que certes, c'est votre enfant, mais la naissance, c'est malgré tout une affaire de femme. Et d'avoir été à ce point actrice et d'avoir à ce point été là pour toi finalement. Toi, tu as été là pour toi. Je trouve ça assez impressionnant. Et c'est plein de force et c'est très courageux finalement d'avoir cette démarche-là, je trouve. C'était effectivement très difficile de ne pas sombrer parce qu'on va pas se mentir, hein, toute la fin de grossesse, malgré que j'avais beaucoup de haine, j'avais toujours des sentiments parce que ça s'efface pas comme ça, une relation. Et c'était une ambivalence, mais j'étais certaine que voilà, je voulais accueillir cet enfant avec amour. Avec amour sincère et pas juste je viens parce que c'est mon dû en fait. Et ça, je lui ai expliqué, je n'ai pas besoin de quelqu'un qui pense que c'est dû. Tu es le papa de cet enfant, je le respecte et je te respecterai toujours en tant que papa, il n'y a aucun problème, malgré que j'étais en colère. Mais sur le moment, j'ai besoin d'être en osmose avec... voilà. Après, il savait ce que c'était le projet de naissance, il avait compris, etc., etc. Mais encore une fois, pendant toute la grossesse, je lui avais proposé de se préparer, de venir au cours et tout ça. Il n'a pas voulu. Donc il a compris un petit peu malgré que ça a été très difficile. Et j'ai fait appel du coup pour mon accouchement à ma grande sœur qui elle a eu 2 enfants. Ok. Mais tu vois en même temps, je veux dire s'il s'implique pas et s'il veut pas être là pendant les préparations et pendant tout ça, c'est aussi son choix. Et ouais, mais je pense qu'il avait la tête dans cette autre relation et il voyait pas. Et il s'en veut, hein, il s'en veut énormément parce que voilà, c'est bête, mais il a perdu ce premier moment, comme il dit, ce premier souffle. Mais je pouvais rien pour lui à ce moment-là. Voilà, c'était vraiment, je me suis mise en avant parce que voilà, c'était bébé dans ma tête et je voulais que cet enfant arrive le plus sereinement sur la terre et pas dans du conflit. Je voulais pas de quelqu'un qui, je sais pas, je l'aurais pas laissé me toucher par exemple parce que j'avais trop de haine quoi. Et clairement, ma sœur a passé tout le temps de l'accouchement à me masser le dos, donc voilà, c'est tout bête, mais ça part de là. Carrément. Donc je l'ai quand même autorisé à venir à la maternité les 3 jours postpartum et tout le reste. Ouais. Tu parlais tout à l'heure de cette, de trouver ce logement, tout ça. C'était quoi ta situation professionnelle à ce moment-là ? Eh bien, c'est là où ça se complique. J'ai arrêté de travailler très tôt pendant la grossesse. J'ai arrêté de travailler à la fin du premier trimestre. Ouais. J'avais en fait pour projet de me lancer sur autre chose avant de tomber enceinte et c'était de faire une formation en fait sur quelque chose de différent de ce que je faisais. Donc j'avais arrêté de travailler et j'étais donc sur mon chômage le temps de préparer ma formation. Ouais. Sauf que patatras, bébé est arrivé et je me voyais pas commencer la formation et la mettre en pause et attendre 1 an, etc. Donc du coup, en fait, j'ai profité de ma grossesse à fond. Voilà, j'ai eu la chance, parce que je dis bien la chance en France d'avoir du chômage, parce que j'ai habité dans d'autres pays avant et il n'y a pas tout ça. Ouais. Et j'étais très zen à propos de ça, sauf que voilà, quand il a fallu trouver un logement, quand on ne travaille plus, voilà. Donc j'ai dû passer par un particulier et des amis d'amis de famille qui ont compris que la situation était bancale, voilà. Et j'ai dû payer de ma petite poche tout, parce que là il n'y a pas du coup d'aide, etc., parce que c'était un contrat sans être un contrat. Donc il n'y a rien du tout qui fait que j'ai payé de ma poche et je ne lui ai rien demandé. Ouais. Il m'a pas donné un centime pour ça, voilà, parce que c'était pour moi, j'avais besoin de faire tout ça, donc je l'ai fait. J'ai perdu pas mal d'argent, mais c'est pas grave, l'argent ça va, ça vient. Et au moins on a eu un lieu. Alors je dis pas que c'était l'endroit le plus confortable de la terre une fois qu'on sort de l'hôpital, hein. Clairement, le souvenir que j'ai après l'accouchement d'arriver dans ce logement, c'était j'ai pleuré parce que je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai fait, j'accueille mon enfant, c'est pas chez moi, c'est
C'était affreux, j'avais l'impression d'être dans un Airbnb, enfin vraiment c'était pas intime quoi, c'était pas cosy, il y avait rien. Et C'était puis pas chez alors toi. c'était pas chez moi, et puis le fait d'avoir le papa là alors qu'on n'était plus ensemble, et que quand on sait très bien que quand on accouche les hormones elles sont en furie, j'avais juste envie d'une chose, c'était potentiellement à ce moment-là de se remettre ensemble, puisque c'est les hormones qui parlaient pour moi. Et lui, pas du tout. Donc, c'était hyper complexe. J'ai l'impression de vivre dans The Truman Show, le film, et d'être dans la vie de quelqu'un d'autre, et d'être un Sims, quoi. Enfin, voilà, vraiment, pas ma vie à moi. Ouais. Du coup, comment il se vit ce... Parce qu'en fait, je te pose la question de la vie professionnelle parce que c'est quelque chose dans les séparations, à quel que soit le moment où elles arrivent, qui pèse dans la balance, hein, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui peuvent pas partir à cause de cette situation financière finalement, parce que trouver un logement dans ces conditions, c'est compliqué. Ouais. Toi, tu as eu la chance d'avoir des contacts, mais quand tu vis loin de ta famille, quand tu vis loin de tout ça, c'est difficile. Hein. Tout à fait. Ben, moi, je vivais et je vis presque plus maintenant, ça va mieux, avec moins de 1 000 € par mois. Et du coup, je payais quand même 550 € de loyer. Donc, il restait une toute petite tranche pour payer l'électricité, parce que c'était pas un logement d'appoint pour l'hiver, donc il y avait des courants d'air extrêmes. Le reste, hein, tout ce qu'il fallait pour bébé, puis voilà, mes charges autres, téléphone, la voiture, l'assurance, le gasoil, etc. Mais bon, j'ai fait. Je me suis dit, tant pis, j'avais mis de l'argent de côté en travaillant plus tôt dans ma vie. Je me suis dit, si cet argent doit servir à ce moment, il servira, parce que voilà, je pouvais pas rester. Je ne pouvais pas. Mentalement, je ne pouvais pas. Ça me coûtait plus pour ma santé mentale que ce que j'ai perdu d'argent. Ouais, carrément. Et après l'arrivée du bébé, est-ce que tu as demandé au papa de t'aider financièrement parce que tu subviens aux besoins de ce bébé, mais c'est pas que ton bébé. Donc ouais, ça a été difficile. Ça a été le point le plus difficile entre nous. C'était alors, on a eu beaucoup de chance parce que j'ai un petit neveu qui est né 18 mois avant mon fils. Donc du coup, on a eu beaucoup de vêtements, de pyjamas, etc. Donc des grosses dépenses au final qui n'ont pas eu lieu. Ensuite, on nous a donné une table à langer. Donc chouette. On nous a offert la baignoire, etc., etc. Donc au final, c'était les soins qu'il a fallu payer, les couches, pour commencer dans la vie. J'ai payé pas mal de choses, et lui s'est engagé en fait à payer les grosses dépenses et essayer de faire au mieux pour que ça soit lui qui paye ça, parce que j'avais le reste à payer, et par exemple lui demander de temps en temps d'aller faire des courses, mais ça venait pas de lui, parce qu'il mangeait là quand même tous les jours, il dormait là tous les jours, mais il m'a pas proposé de donner quoi que ce soit le temps où j'étais là-bas. Et cette position de demander, elle est très difficile. C'est affreux, c'est affreux. Et puis moi, je suis vraiment une personne qui a une fierté assez conséquente. Et en l'occurrence, faire l'aumône, j'y arrive pas, et je préfère faire avec rien que de devoir demander. Donc en fait, je me suis dit, tant pis, ça vient pas de lui. Tant pis, je vais faire sans, en fait. Voilà. C'est quand même fou. Enfin, sans jugement, je veux pas juger une situation dans laquelle je suis pas, mais enfin, c'est aberrant un petit peu quand même, cette situation dans laquelle tu te retrouves malgré toi, et sans soutien finalement derrière. C'est quand même... c'est vraiment aberrant. C'était l'espace d'un temps. Je pense sincèrement que c'était aussi de la frustration de son côté, qui fait qu'il n'arrivait pas à voir plus loin que ça. Il n'avait pas digéré cet accouchement. Enfin voilà. Donc il y a des choses qui ont fait que... après, c'est pas quelqu'un qui dépense par nature. Au jour d'aujourd'hui, c'est pareil. Si ça vient pas de moi, la demande, il n'en sent pas le besoin. Il vit très simplement, clairement, voilà. Et voilà, ça s'améliore aujourd'hui. C'est tout ce que j'ai à dire. Ça s'améliore. Trop bien. Et ton postpartum alors, dans cette situation, comment est-ce que tu l'avais préparé avant la séparation, et est-ce que tu l'avais anticipé pendant tout ce tsunami-là? Comment ça se passe? C'était compliqué parce que moi j'avais lu tous les livres, le mois d'or, tout ça. Je m'étais dit, tu vas faire à manger, tu vas congeler. Sauf que je me suis retrouvée quelque part où il y avait ni congélateur, ni rien du tout, pas le temps de cuisiner. Enfin bon, bref, voilà, une fatigue extrême. Et c'est pour ça que je lui ai dit, si tu souhaites passer ton congé paternité avec nous, tu peux, mais il va falloir que tu m'aides, parce que clairement c'est rock'n'roll. Donc il me faisait à manger. Voilà. Il me faisait des plats tout simples,
Je précise le tout simple et j'expliquerai pourquoi après. Il me nourrissait, hein, et après il a été génial parce que la nuit il se levait pour m'amener à manger. Voilà, il s'assurait que je mange et que je bois parce que j'étais affamée, parce que j'allaite toujours, et il s'occupait de ça. Voilà, il a géré ça, il gérait bébé dans la journée. Bon, entre deux tétés, parce que voilà, hein, bébé allaité, voilà, c'est que maman, beaucoup au début. Et non, il s'est investi dans son rôle de papa. Ça, c'était chouette. Vraiment, je l'ai vu éclore au fur et à mesure et je lui ai dit, alors voilà, à partir d'aujourd'hui, tu es le papa de ce bébé. Ce bébé, il dépend de toi et de moi et j'ai besoin que tu sois à égalité avec moi. Donc, j'ai énormément de connaissances de par mes études avec les enfants, de par comment j'ai grandi aussi et parce que dans ma famille, il y a toujours eu des enfants. Lui, pas du tout. Lui, il commençait à 0. Donc, je lui ai dit, si tu le souhaites, malgré nos tensions, je peux t'apprendre tout ce que je sais pour que tu sois sur la même échelle et qu'en fait notre enfant ne ressente pas de différence quand il est avec toi ou avec moi. Et au moins je serai en confiance de te le laisser voilà, plusieurs heures sans paniquer. Ça a été très 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 dur pour moi de pas d'apprendre et de prendre le temps, pas ça, mais d'accepter que quelqu'un d'autre arrive en fait à s'occuper de notre petit garçon. Ouais. Très difficile. Mais j'y suis arrivée à lâcher prise et à lâcher du lest pour qu'il trouve sa place. Dans les premières semaines, voilà. Mais ça a été quelque chose, ça a été une aventure, ouais. Et toi, dans ta tête, tu disais que tout à l'heure que les hormones te poussaient un petit peu à avoir envie de te remettre dans une situation de couple. Comment tu gères ça, toi ? C'est super dur, je me revois pleurer facilement alors que je suis pas quelqu'un qui pleure. Lui dire mais enfin tu es sûr de toi, il me disait non mais je peux pas revenir en arrière, enfin je t'ai fait trop de mal, je t'ai détruite, je t'ai abandonnée, enfin vraiment c'est pas possible. Et en fait moi avec mes yeux pleins d'hormones je me disais mais enfin on peut surmonter ça c'est possible et tout ça. Au jour d'aujourd'hui je ne regrette pas qu'on soit pas remis ensemble, pas du tout. Mais sur le moment, c'est hyper dur. Ouais, ce chamboulement hormonal, c'est quand même quelque chose. C'est la redescente, hein. Il y a le corps qui change, il y a ce petit bébé qui demande de l'attention, on ne dort pas, on mange sur le pouce, on se douche sur le pouce. Enfin, vraiment, c'est voilà, on apprend à danser sur des œufs, quoi, vraiment, voilà. Et je le vois là, en train de s'occuper de notre enfant, et je me dis, mais quel gâchis, quoi. Mais bon, c'était juste les hormones qui parlaient. Il a fini par repartir aussi, après son congé paternité ? Il a fini par partir, mais il revenait tous les week-ends. Et il ne dérogeait pas à la règle. Ouais. Il faisait l'aller-retour dans la semaine aussi une fois pour voir son petit. Donc c'est là, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ça va être un bon papa. Malgré tout ce qui s'est passé, ça va être un très bon papa. Et je me suis pas trompée, c'est un très bon papa à ce jour. Je suis très contente finalement que ce soit le papa de mon enfant, malgré que ce n'est pas mon conjoint. Parce que il a que des yeux pour son fils et il s'en occupe extrêmement bien. Mais ça a été super dur ce timing de après la fin du congé paternité, devoir le voir tous les week-ends. C'était assez anxiogène et je crois que j'ai commencé à relever la tête de ça quand j'étais au 4e mois, je crois, postpartum, où j'avais de moins en moins de colère envers lui. Ouais. Et on arrivait un petit peu plus à s'entendre. Alors on se disputait pas, mais c'est vrai que ça faisait des frictions et on se faisait la tête et on parlait pas des fois, enfin voilà, où on se comprenait pas. Il a eu du mal aussi à accepter au début l'allaitement. Il y voyait pas forcément le point parce qu'il pouvait pas donner de biberon et pour lui, il était formaté à forcément nourrir mon enfant, c'est la base. Et en fait là, il pouvait pas. Donc ça a été compliqué. Oui, et puis en plus de le revoir comme ça régulièrement tous les week-ends, c'est un peu te rappuyer la tête sous l'eau, quoi. Enfin, c'est te rappeler que ce que t'as pas en fait finalement, ce que tu rêvais depuis toujours et ce que t'as pas. C'était ça, et puis une fois du coup j'ai demandé à ce qu'on aille dans notre ancien appartement, qu'il avait toujours pour l'instant puisqu'il pouvait pas en changer de suite, parce que le chat machiavélique vivait toujours là-bas avec lui quand il y était la semaine, et je voulais en fait que mon bébé rencontre mon chat, c'est tout bête, mais c'était important pour moi. Donc on y est allé et je me souviens sur le trajet, il y a 1 heure de route, je me disais mais qu'est-ce que ça va donner quand on va être dans l'appartement, parce qu'en fait c'est chez moi, c'était chez moi, c'était censé être là où je devais accueillir mon enfant, là où je devais faire sa chambre, enfin voilà, toutes ces petites choses. Et en fait quand j'étais dans l'appartement,
J'étais vraiment à fleur de peau et quand on est reparti, moi, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps sur l'autoroute. Je me souviens, c'était vraiment, mais pourquoi on se fait ça? Pourquoi? Enfin, c'est trop dur. Et donc, le voir effectivement tous les week-ends, c'était très, 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 très dur. Ouais. Mais ça s'est apaisé. Avec le temps qui est passé, ça s'est apaisé parce que j'ai mis beaucoup d'eau dans mon vin. Lui aussi, parce que tout de même, lui, ça lui faisait pas non plus rêver de passer tous les week-ends avec moi, mais il avait pas le choix parce qu'il pouvait même pas prendre cet enfant, voilà. Oui, oui. Voilà, de son côté, j'ai eu entendu ça, oui, mais je peux même pas prendre mon enfant comme je veux. Donc j'ai dit non, si tu veux prendre ton enfant, il faut prendre la mère qui va avec. Donc même si c'est pour quelques heures aller quelque part, il faut que je sois pas loin. Parce que il était hors de question d'induire un biberon au début. Et en fait, de toute façon, il était pas fan. Enfin, il prenait le biberon, mais bon, voilà, il cherchait quand même le sein. Donc il aurait pas pu le prendre, par exemple, une journée entière, ça aurait été beaucoup trop. Et il faut savoir que j'ai été glorifiée par les mastites pendant tout mon allaitement. Et ça venait en fait à chaque fois que je tirais mon lait. Parce que c'est arrivé qu'on donne des biberons parce que des fois je pouvais pas être là. Et alors à chaque fois j'avais des engorgements et des mastites. Et je refusais du coup en fait tout simplement de tirer parce que j'en pouvais plus. Pour celles qui n'ont jamais eu... C'est pas très juste de te faire du mal et de renier sur ton bien-être pour lui faire plaisir en fait finalement. Ouais, c'était un peu ça, ouais. Et puis c'était vraiment, au final, je peux être là pour cet enfant, donc tirer du lait juste pour ça, enfin voilà. Et puis je souffrais, vraiment j'ai souffert, ça a été chaotique. Je souhaite à personne d'ailleurs, si vous avez des mastites, vérifiez votre tire-lait, ça peut venir de là. Carrément, carrément. Est-ce que vous avez mis quelque chose en place au fil du temps avec des règles sur les visites, sur les gardes, tout ça de votre enfant? Alors, pas officiellement, mais entre nous, oui. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il a décidé, après que je lui en ai parlé maintes et maintes fois, il a compris qu'effectivement, de son côté à lui, c'était logique de déménager dans la ville où j'étais et de faire les allers-retours en train, du coup, comme beaucoup de personnes le faisaient d'ici. Donc, en venant habiter ici, je lui ai dit qu'il n'y aurait aucun problème à ce qu'il vienne voir son fils autant de fois qu'il le voulait en fait par semaine et par week-end, il n'y avait pas de souci. Puisque l'enfant était avec moi tout le temps. Et puis moi, ça me permettait de souffler un petit peu aussi. Quand il prenait 1 heure, je pouvais dormir 1 heure, quoi. Donc voilà. Il a pris son appartement, donc ça devait être en mars. Et moi, je cherchais inlassablement des appartements et j'ai eu de la chance de trouver un appartement aussi en fin avril. Et pour la petite histoire, il a trouvé son appartement avant moi. J'étais un peu dépitée de me dire, oh la chance, et moi je galère à trouver et tout. Et au final, et là, vous me direz, c'est le karma, pour ceux qui croient au karma. Oui. Nous avons trouvé un appartement dans la même résidence. Nous vivons dans le même bâtiment. Voilà. Donc, c'est hyper fastoche pour le petit. Voilà. Alors, tout le monde dans mon entourage a été à 50-50. Soit, c'est génial, ça va être facile, ça va vous faciliter la tâche avec le petit. Soit, mon Dieu, mais comment tu vas faire? Ça veut dire que tu vas devoir le voir encore plus. Et en fait, je crois qu'à partir du moment où moi, j'ai eu mon appartement, chez moi, mais j'ai plus du tout eu de haine envers lui et je me suis sentie en fait enfin à ma place avec mon enfant où je pouvais lui offrir le cadre de vie que j'espérais et apprendre à devenir cette famille monoparentale. Et lui, je pense, ça a été pareil aussi d'arriver à se trouver des bases saines. Et je pense que le fait qu'on ait chacun notre espace et qu'on n'ait plus besoin de se voir autant, voilà, on pouvait prendre le petit quelques heures, le ramener pour la tétée, le reprendre, repartir. Enfin, ça facilitait tellement les choses que tout a commencé à se mettre en place. Et donc, on a décidé que tous les week-ends, sauf s'il ne voulait pas, il n'y avait pas de souci, il pouvait venir prendre le petit et voilà, passer la journée avec et me le ramener le soir pour le coucher. Ça s'est mis en place au fur et à mesure et à partir du moment où il a eu 7 mois, je crois, ou quelque chose comme ça, il voulait plus téter la journée. En fait, il n'en avait pas forcément besoin. Alors, s'il était avec moi, oui, évidemment, mais s'il n'était pas avec moi, il ne demandait pas et je laissais des biberons parce que j'arrivais de temps en temps à tirer mon lait, mais il n'en voulait pas. Donc on en a conclu qu'en fait, partir à la diversification. Oui, c'est ça, c'est que tu peux avoir d'autres apports qui permettent justement un peu plus de détachement que quand tu es en allaitement exclusif sur les premiers mois. Quoi. C'est ça, et puis du coup il tétait le soir en rentrant et la nuit. Et il tète toujours le soir en rentrant et la nuit. Oui, mais c'est un peu comme s'il était sur un mode de garde finalement, si à la crèche ou la nounou, ça se passe comme ça aussi. Exactement, et du coup il a commencé l'intégration là en septembre et du coup c'est ce qui s'est passé et c'est le même rythme que quand il est avec papa. Il part le matin, il rentre avant le dodo et voilà.
Ok. Ok. Comment ça se passe, toi, en tant que femme qui avait projeté une vie de famille nombreuse avec un super papa, aujourd'hui, même si, bon, voilà, t'as plus la colère, je sais pas, en termes de sentiments, tout ça, mais comment tu envisages, toi, ta vie? Comment tu vis tout ça? Eh ben, j'ai dû un petit peu faire une croix sur, je vais avoir un autre enfant avec le même papa. Donc ça, c'était un peu pas un fail, mais bon, c'était un peu, je suis dégoûtée, quoi. Mhm. J'avais pas imaginé ça, puis j'avais pas du tout imaginé, je m'étais pas projetée à faire un autre enfant avec quelqu'un d'autre, enfin, pas du tout. Il faut dire que quand on se retrouve toute seule, et j'ai repris le travail à temps plein, c'est rock'n'roll, hein. Ouais. Je touche pas terre. Je touche pas terre entre l'emmener le matin chez la nounou, aller partir au travail vite vite, travailler, hop, aller le chercher, le récupérer, l'occuper, lui faire à manger. Ouais. Et jusqu'au soir où on se couche, on n'arrête pas en fait. Hein, j'ai pas de temps pour moi. Je me vois mal en fait à inclure déjà quelqu'un d'autre dans ma vie parce que je n'ai pas Mhm. ni l'envie, ni le besoin, ni le temps. Et imaginer un autre petit enfant venir dans cet espace-là, en fait, c'est compliqué. Je pense que je n'y ai pas pensé. Et je n'y Mhm. penserai pas parce que je n'en ai pas l'occasion. Je n'en ai pas forcément l'envie pour l'instant. Je me dis que si mon fils grandit en enfant unique, c'est ok en fait, hein, y a pas de souci. Moi, ça va pas me perturber plus que ça. Il a des cousins, il a des cousines, il aura des copains, des copines. Mhm. Ça va aller quoi. Enfin, et puis vu la tournure du monde actuel, un enfant c'est pas si mal. Donc c'est pas un deuil ni rien. Hein. C'est Mhm. vraiment juste, je pense qu'en fait c'est ok. Ouais, finalement, c'est ton cheminement de vie qui te mène à ça, de toute façon. Enfin, C'est il y a ça, toujours ce qu'on projette avant d'être confronté aux choses et enfin, ce qu'on imagine et la exact. vraie vie. Là, c'est dans un cas de figure particulier, mais même dans une vie de couple, tu aurais pu avoir cette prise de Ouais. conscience, dire, bah, en fait, non, finalement, on est bien comme ça. Enfin, Je pense aussi, et je l'ai vu autour de moi, il y a eu des seconds enfants qui sont mm, arrivés et ça a déstabilisé beaucoup les mm, couples aussi. Et puis honnêtement, je me revoyais pas en fait arriver à faire confiance à quelqu'un pour ouais, c'est refaire un ça. enfant. Je pense que j'ai la trouille au fond de moi de plus que tout au monde. Donc en fait, non. Ouais. J'ai décidé qu'en fait, pour moi, pour le reste de ma vie, le seul plus gros projet que je veux à la suite de ça, c'est faire un investissement immobilier pour Mhm. moi et mon enfant. Et c'est tout. Ouais. Voilà. Alors si après, je ne dis pas, s'il y a quelqu'un qui me montre par A plus B que l'amour existe réellement et qu'on peut aimer inconditionnellement et qu'un petit être peut se mettre au milieu, peut-être ça arriverait. Mais j'en suis pas à courir après ça. Ouais, ok. Tu disais que tu avais repris un boulot à plein temps. Qu'en est-il du projet professionnel que tu avais avant de changer enfin, t'as changé tes plans aussi là-dessus? Ouais, j'ai dû changer mes plans parce que je pouvais pas être non financée pendant une formation et élever un enfant. Mm. Donc, comme je disais, j'ai eu la chance pendant un petit moment d'avoir le chômage, mais il me fallait retravailler. Il me fallait absolument retravailler parce qu'en fait, je pouvais pas vivre avec 3 fois rien. Ouais. Et j'ai eu une opportunité qui se présentait à moi en fait un jour où je cherchais pas de travail. Et ce boulot m'est tombé dessus et ça correspondait exactement à moi et avec énormément de flexibilité. Ah, c'est chouette. Donc je me suis dit je prends et ça collera en fait plus ou moins à ma situation en étant solo et en devant être hyper flexible parce que si Mm. demain nounou elle est pas là, papa il a 1 heure de route pour Ouais. revenir. Alors rien que ça c'est pas possible et voilà il me fallait être une maman flex. Donc je me suis dit écoute tu sais la vie c'est ça et peut-être que demain tu trouveras un autre travail quand il sera plus grand qui payera plus, Mm. qui fera plus un projet proche de ce que tu as voulu. Mais en attendant, tu fais quelque chose que tu aimes bien Ouais. et voilà, tu es flexible sur les heures, tu peux le poser à 9 heures et le récupérer à 17 heures, donc voilà. Ouais, ça c'est important, hein. C'est Très, d'autant mais plus c'est important super que important, ouais. tu peux pas compter sur une autre personne puisque tu disais il travaille loin. Mais en même temps, tu vois, je me pose la question, vu que vous habitez dans la même résidence, est-ce que tu as quand même, toi, ce sentiment de parentalité solo? Ah oui. Ah oui, Ouais. oui. Même qu'il soit pas loin, enfin, en tout cas que son appartement soit pas loin, ah oui, non, moi c'est solo ride, hein. Ouais. Vraiment, je suis toute seule sur ça et alors oui, je l'implique énormément. J'essaye dans tout ce qui est, par exemple, rien que chercher une nounou. Enfin voilà, j'essaie de l'impliquer, mais au Mm. final, ça m'est retombé dessus, clairement. Les papiers, la santé du petit, les rendez-vous pédiatres, Mm. etc., etc. C'est pas lui qui pose des jours pour faire tout ça, quoi. Hein. Voilà. Si vraiment ça ne va pas, il est en capacité, il me l'a déjà proposé, de poser un jour
de jours s'il faut, enfin voilà, mais il a même pas de jours enfant malade dans son Ah oui. travail, donc voilà, rien qu'à partir de là, c'est ses congés qui sautent, sauf que ces congés, on en a besoin pour quand la nounou, elle est pas là pour pouvoir les prendre, donc voilà. Au final, le truc qui est pas trop mal en étant séparés, non parce que j'essaie de trouver des avantages, c'est que vu que, admettons, les nounous sont en capacité de prendre jusqu'à 10 semaines par an de congé, bah ça fait 5 chacun. Voilà, on se dit comme ça et ça peut coller. Donc voilà. Mais non, c'est tout en solo vraiment. C'est moi qui gère tout, les repas de ce petit chat, les vêtements, les prises de rendez-vous, etc., etc. Mais encore une fois, je lui remets pas dessus. C'est vrai qu'il m'aide beaucoup. Il est impliqué quand je lui demande de commander les vêtements, il commande les vêtements. Quand je lui demande, voilà, donc on fasse des commandes pour les couches, on le fait ensemble. Voilà, jusqu'alors, parce qu'on n'avait pas statué quoi que ce soit avec un juge. Donc on l'a fait récemment. On a fait une convention parentale puisqu'on n'était pas mariés. C'est très rapide, il faut aller voir un médiateur, chacun de son côté, puis ensuite on revoit le médiateur ensemble et on remplit tous ces papiers si on est d'accord sur tout. Comme je n'aime pas demander, nous revenons sur ça, je l'ai laissé choisir le montant de la pension alimentaire. Ok. C'est pas le médiateur qui statue en fonction de vos revenus et tout ça ? Pas du tout. Non. Donc en fait, le médiateur vous donne le site internet du gouvernement et vous dit de regarder les barèmes. Et après, c'est à vous de décider. Voilà. Donc là, on est sur, par exemple, les mardis midi, il récupère le petit. Non, pardon, ça c'était avant qu'il aille chez Nounou. Pas du tout. Il récupère le petit chez Nounou le mardi soir parce qu'il est en télétravail. D'accord, donc il peut, donc il va chercher l'enfant. Le mercredi, nous n'avons pas Nounou parce que la Nounou elle-même a des enfants, donc elle ne travaille pas. Et il le récupère de chez moi, parce que moi j'ai dû poser mon mercredi du coup. Il le récupère entre midi et 2 pour le faire manger. Donc ça me laisse un temps pour aller travailler entre midi et 2 le mercredi midi. Et il le récupère de chez moi à 18h quand il a fini de travailler. Ça me laisse un créneau soit pour travailler, soit pour aller faire les courses, le ménage, le linge, etc. Voilà. Et il me le ramène avant d'aller au lit. Vers 20h. Il dort toutes les soirs chez toi ? Il dort tous les soirs chez moi. On a décidé jusqu'à 1 an que c'était que maman parce que il est petit. Puis il se réveille pour téter. Ah oui. Je suis sûre qu'il sait dormir sans, mais c'est trop bien. Il y a maman à côté, c'est trop pratique. On a dit qu'à partir de ces 1 an, par contre, on allait tester une nuit de temps en temps chez papa pour qu'il apprenne et pour que lui puisse voir aussi ce que c'est que de courir le matin et puis voilà, tout ça. Voilà. Donc on va faire graduellement jusqu'à ces 3 ans, une nuit par-ci, une nuit par-là, et puis on refera une convention parentale quand il sera un petit peu plus grand. Qu'est-ce que tu envisages toi à ce moment-là ? Une garde alternée, une garde partagée, une garde... Qu'est-ce que tu envisages ? Je pense que vu qu'on est au même endroit et qu'on risque d'habiter là pendant un petit moment, je pense qu'on va la jouer flexible et que on écoutera notre enfant plus que une semaine chacun. Je pense. Si le petit est OK avec une semaine chacun et que ça lui va, alors on fera. Mais si, admettons, je ne sais pas, il veut faire 2 jours avec maman, 2 jours avec papa, 2 jours avec maman, il n'y a pas de souci. Je pense que voilà, on s'arrangera comme ça. On va voir, en fait, on n'est pas fixe sur quoi que ce soit. Mais c'est intéressant d'avoir justement ce retour-là parce que c'est vrai que quand ils sont tout petits, c'est quand même vraiment différent. Enfin, tu es obligé de t'adapter au bébé. Il y a des besoins qui sont spécifiques au nouveau-né, il y a des besoins qui sont spécifiques au tout petit, qui peuvent pas entrer dans les catégories de garde alternée classiques, en fait. Tu peux pas tellement faire ça. C'est ça. Après, attention, il faut savoir qu'il y a des avocats qui sont assez, je dirais pas véreux, mais pas loin, mais qui n'écoutent pas forcément les besoins d'un enfant et qui vont vous dire, oui, enfin, à partir de 1 an, l'enfant peut dormir chez son père. C'est vrai, il peut dormir, mais il a besoin en fait du lien avec la personne qui s'occupe de lui le plus et l'enlever comme ça et le forcer en fait à aller chez papa, ça peut déstabiliser. Donc nous, ça va qu'on s'entend plutôt bien. Donc on écoute notre petit et on va essayer de faire au mieux. Voilà. Ouais, complètement. Mais finalement, ce qu'on entend là dans ton témoignage, dans ce que tu dis, c'est que c'est les besoins de l'enfant avant tout. Complètement, et pour moi c'est la base. C'est pour ça que je me sacrifie, parce que c'est pas un sacrifice, cet enfant je l'ai tellement attendu et désiré que voilà, mais c'est vraiment, je le mets en avant et je me place en arrière, et dans quelques années ça sera
Peut-être D'accord. juste maman, elle trouve un peu de temps pour elle, et puis petit chat, il s'est adapté à être avec maman et papa Mmh. à même égalité de temps, quoi. Oui, c'est vrai qu'on est quand même dans cette phase du postpartum, mine de rien, jusqu'à 3 ans, Oui. qui est compliquée, hein, qui est une phase intense, qu'on soit en couple ou pas, hein, et où forcément les besoins des parents sont peut-être un peu mis sur le Oh côté oui. en faveur des besoins de l'enfant. Et pour avoir vécu cette période et pour avoir recueilli quand même pas mal de témoignages, c'est vrai qu'à partir de 3 ans, il y a plus de... Tu respires un peu plus parce que les enfants prennent un peu plus leur envol, ils ont un peu plus d'indépendance et c'est beaucoup plus facile à gérer là. Mais quand tu es maman solo, j'ai l'impression que tu dois encore plus te mettre sur le côté Ah puisque tu oui. n'as pas de relais. Ah ben c'est tout bête, hein, mais c'est par exemple, je peux pas aller au sport. Mm. Parce que quand est-ce que je vais aller au sport, en fait? Surtout que papa, il est pas dans la même ville que moi, donc Ouais. il rentre pas le soir, et enfin, le temps qu'il arrive, le petit est au lit, quoi. Donc voilà, donc c'est pas possible, pas de sport pour maman. Ou alors sur le créneau du mercredi soir entre Ouais. 18 et 20, enfin voilà, c'est chaud patate. On oublie un petit peu, hein, tout ce qui est la décence, Mm. l'apparence, on oublie, hein. Je suis allée chez le coiffeur 2 fois depuis qu'il est né. Une fois après la grossesse parce que j'avais les cheveux beaucoup trop longs et avec les hormones, voilà. Et une fois par plaisir il y a quelques temps. On oublie tout ce qui est de prendre soin de soi, clairement. Je donne un exemple tout bête, on m'a offert à Noël dernier, donc il y a presque un an maintenant, un bon pour un massage. T'as pas pris le temps de le faire. Mm. C'est cool, mais en fait je le fais quand? Je le fais quand? Parce qu'en fait quand il était trop petit, il était allaité, donc j'avais pas le temps de le Mm. laisser. J'ai repris le travail, je travaille à temps plein. Et si je pourrais y aller quand un jour quand il est chez papa, mais il faut que ça colle en fait Oui, tu avec ce l'anticipes rendez-vous pas là. forcément, ouais. Non. Mm. Donc en fait c'était un beau cadeau que j'attendais, je m'étais dans ma tête fixé encore une fois hein, Mm. des attentes suprêmes. Oui, j'irai avant de reprendre le travail, comme ça je Ouais. reprendrai le travail. Ah mais en fait pas du tout. Pas Mais du tout. peut-être que là, maintenant, parce que souvent ces bons cadeaux-là, c'est valable 1 an, il te reste quoi, 2 mois? 2 mois? Mais peut-être que justement, ça peut être l'occasion d'aller fixer ce rendez-vous et de dire au papa, écoute, là, pendant 2 heures, c'est toi et moi, je vais me faire chouchouter parce que c'est vrai que là, tu entres dans une phase où tu peux un peu plus respirer, où c'est un peu moins maman. Et Tout à ça peut fait. être l'occasion justement de reprendre ce temps pour toi, même si j'entends que ce soit compliqué, hein. En Mais fait, ça peut être l'occasion. tu as raison et ça devrait être Mm. l'occasion. Mais la vérité, c'est que quand papa le prend pour le week-end, donc quand je dis le week-end, c'est il le prend samedi matin, il le ramène samedi Ouais. soir, il le reprend dimanche matin, il le reprend dimanche soir. Donc sur ce créneau-là, ça pourrait être possible. Sauf que je me suis rendu compte de quelque chose et j'en discutais avec mes amis qui sont mamans solo. En fait, au moment où il n'est pas là, on fait tout pour lui, pour que quand il revienne, on ait moins à faire, ou en tout cas qu'on Ouais. survive à la semaine. Donc, quand il est pas là, je passe mon samedi à aller faire les courses, le ménage, à cuisiner des plats, les congeler, préparer ses vêtements, enfin voilà, vraiment Ouais. tout, 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 tout. Et la journée, elle passe en 1 seconde et demie, et je me dis, mais voilà. Donc là, par exemple, je suis allée chez le coiffeur la semaine dernière, le week-end dernier, et c'est tout ce que j'ai fait parce qu'après, c'est passé en 1 seconde et demie. Et puis, Mm. pouf, il était là, il était à la maison et on allait au dodo. Oui, parce qu'il faut savoir que il dort avec moi. Ouais. Donc, il faut que je me mette au lit avec lui pour qu'il Mm. s'endort. Mais voilà, donc après, je suis Ouais. bloquée. Moi, à partir de 20h, quand il dort, ma journée est terminée. Et c'est ok. Je l'ai voulu comme ça, Ouais. je l'ai comme ça et c'est pas un problème. Mais effectivement, le temps passe très vite, très très vite. Et effectivement, oui, les mamans, quand elles sont solo, elles se mettent de côté. Voilà, c'est la vérité. Mais je tiens à le dire, ce n'est qu'une période dans notre vie, ou en Ouais. tout cas, s'il y a qu'un enfant, ça revient. Au bout du tunnel, il y a la lumière. Un jour, je toucherai terre. Un jour, j'aurai le temps pour moi. Et c'est ok, en fait. Alors, des fois, oui, comme tout le monde, je pète les plombs. Je me dis, purée, j'ai pas le temps de faire quoi que ce soit. J'aimerais avoir plus de temps. Parce qu'en plus, j'ai un petit bonhomme super énergique. Il est excellent. Je me régale. Enfin, vraiment, c'est Mm. vraiment un amour. Mais il s'arrête jamais, par contre. Et quand il est réveillé, c'est 1000 volts à la minute. Et voilà, quand je suis avec lui, je suis avec lui. Je peux pas être avec lui et en même temps faire autre chose. Mm. Par exemple, sortir du linge, changer de saison, voilà, je peux Ouais. pas. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Quand il sera grand, j'aurai le temps de faire tout ça et ça me manquera ces moments où il voulait jouer avec moi, où il venait me tirer le t-shirt pour qu'on joue ensemble et Mm. qu'on joue aux dinosaures, etc., etc. Donc je prends le temps. Voilà. Ouais, carrément, c'est chouette ce que tu dis. Oui, et puis, pour tout ce qui est sport, et je le dis parce que c'est vraiment une vraie recommandation hein, personnelle, il y a des
des choses qui sont mises en place aussi. Tu vois, moi, mes copines, Justine et Agathe, qui ont créé l'application Olimama, qui permet justement aux mamans, avec un abonnement mensuel, de se faire des petites séances de sport à la maison, de yoga, de pilates, ce genre de choses. C'est des trucs qui durent 10 à 20 minutes. C'est vraiment adapté. Donc, Ça, c'est je chouette. glisse ça là. Mais il y a aussi des choses pour les personnes qui peuvent pas sortir, qui n'ont pas de salle de sport dans leur sous-sol, ou que sais-je, enfin, qui n'ont pas ce temps-là. En fait, tu peux aussi le prendre à la maison. Et voilà. Alors, certes, c'est un budget Complètement. mensuel, mais c'est pas excessif en plus. Je crois que c'est une trentaine d'euros. Donc Ouais, ça va. ça peut être aussi intéressant. Et je pense à elles parce qu'elles disent beaucoup, Justine et Agathe, que notamment par rapport au sommeil, l'énergie ne se trouve pas que dans le sommeil, elle peut se trouver aussi dans le mouvement, et que prendre juste ces 10 minutes pour soi, parfois quand on est dans le jus et quand on arrive justement dans la réserve de son réservoir, ça peut être intéressant et ça peut être bénéfique pour tout le monde. Donc je le glisse là comme ça. C'est Ouais. des initiatives qui sont très chouettes. Et bon, il y en a certainement d'autres, mais en tout cas moi c'est celle-là que je connais. Mais oui, trouver le temps. Déjà, quand on est en couple, en postpartum, c'est compliqué, mais alors quand on est maman solo, j'ose même pas l'imaginer. Et c'est pour ça que, c'est d'autant plus, moi, les mamans solo ont toute mon admiration, toutes les mamans ont mon admiration éternelle. Mais oui, j'ose imaginer à quel point c'est compliqué, et c'est important d'avoir des paroles comme la tienne, en fait, pour que ces mamans-là ne se sentent un petit peu moins seules. Mais oui. Et puis en plus, toi, tu as un côté quand même très positif, parce que ce qui t'est arrivé, c'est quand même pas vraiment c'est pas cool du tout. Et tu arrives à prendre le positif, à avoir ce petit garçon trop chouette qui est là et qui a une maman super, et qui, même si il n'est pas atterri dans la famille dont tu aurais rêvé pour lui, mais en fait, il a une famille, il t'a toi, et il a un papa aussi. Et c'est déjà extraordinaire. Ah ouais, et puis honnêtement, voilà, c'est pas comme j'avais imaginé, c'est pas ce que je rêvais, mais au final, il est superbe, notre petit bonhomme, il est super équilibré. Mhm. Je pense qu'il ne sera pas perturbé parce qu'il a pas connu la séparation. Pour Ouais, lui, c'est la puis oui, normalité. il connaît Voilà. pas autre chose, c'est sa norme, bien sûr. Et puis je pense que pour lui, il habite une grande maison parce qu'en fait, il est chez maman. Ouais. Pouf, il prend les escaliers, il est chez papa. Bah dis donc, j'ai 2 chambres, c'est trop Deux bien, des cuisines, jouets 2 salles de partout. bain, c'est Ah génial. ouais. Donc il est pas perturbé pour dessous, en tout cas tant qu'il est petit. Et ça, c'est Ouais, chouette. C'est un petit bonhomme super souriant tout le temps. ouais. Et franchement, le temps, alors moi j'ai trouvé mon petit créneau de temps, des fois je vais au travail à pied, voilà. Hop, Ouais. je me fais 20 minutes aller, 20 minutes retour, ça me permet de souffler, et après je récupère ma voiture, je me dis ok, ça fait du bien Mhm. là maintenant, voilà. C'est rien, mais c'est 20 minutes et ça change tout. Et puis pour moi, mon réservoir, et je le dis parce que je pense que ça peut aider d'autres mamans, ça a été à partir du moment où j'ai retrouvé une vie sociale. Ouais. Donc de retourner au travail. Ouais, c'est Voilà. ça. Mm. Parce que les 4-5 premiers mois, avant que je reprenne le travail, j'étais avec mon fils, c'était génialissime, tout et tout et tout. Mais alors, entre les mastites, Mm. pas dormir, se sentir toute seule, essayer de gérer comme on peut, Mm. ne pas se sentir, bon bref, il y avait plein de choses. Et au final, quand j'ai repris, de parler avec des gens qui, eux, en fait, ont une vie tout à fait normale, Mm. basique, avec des problèmes de la vie de tous les jours, des problèmes d'être fashion, les dernières chaussures à la mode, les choses comme ça. Et en fait, on se dit, ça fait du bien de changer de registre aussi et d'être vu comme une femme, pas Ouais. comme une maman. Et ça m'a fait énormément de bien. Donc voilà, je le dis, effectivement, quand on est maman, on peut se perdre en étant juste maman, mais chercher des petits chemins comme ça pour se ressentir femme et se retrouver, ouais, c'est important. Ouais. C'est important. Trop bien. Merci beaucoup, Johanna. Avec plaisir. C'était Et je tiens trop, à trop dire bien. merci Elise parce que pendant ce qui m'est arrivé, j'ai cherché tous les podcasts que j'ai trouvés sur toutes les plateformes. Et le tien, c'est celui que je l'ai écouté tous les épisodes un par un et je cherchais désespérément quelqu'un qui avait malheureusement eu une histoire similaire à la mienne. Mm. Il n'y en avait pas. Donc j'espère que voilà, si ça peut aider, je serai très contente et juste dire que voilà, tout passe. Vraiment. C'est pas valable que pour les périodes de bébé. Mm. C'est valable pour la vie en général. Ouais. Et Ouais, pour les chagrins d'amour, pour les peines de cœur, pour les trahisons, pour absolument tout. Alors, ça n'enlève pas la douleur, parce qu'il ne faut pas la minimiser. Elle est là, elle est importante, et elle se vit. Elle doit se vivre, Tout à fait. d'ailleurs, pour être digérée. Mais elle passe, en effet, elle passe. Et la vie d'après, elle sera belle aussi. Différente de ce qu'on avait imaginé, mais belle aussi.
Tout à fait. Et il faut continuer à y croire et continuer surtout à être positif parce que c'est la vérité en fait. Le positif attire le positif. Et quand on est dans une spirale où on ne voit que du négatif, on n'arrive pas à sortir la tête de l'eau. Donc, let's keep up. On sourit et puis on continue, on avance et puis voilà, ça va le faire. Trop bien. Merci 1000 fois, Johanna. C'était super. Si jamais il y a des mamans, des papas, des parents qui veulent échanger avec toi, qui veulent papoter avec toi, est-ce que tu l'autorises et est-ce que c'est possible et où est-ce que c'est possible? Volontiers. Alors, je peux laisser mon Insta. Vous pouvez m'envoyer un message parce qu'il est en privé et ou je peux te laisser une adresse mail aussi s'il y a besoin, s'il y a quelqu'un qui a besoin d'un email. Pas de souci, avec grand plaisir. Je sais que des fois, on a juste besoin de ce petit coup de motivation et je suis là. Il n'y a aucun problème. C'est quoi ton Insta pour les personnes? C'est Wanderlife, WANDERLIFE, tiré du 6, celui du bas, c'est ça, je crois. Non, c'est le 8. Tiré du 8, J, voilà. Okay, super. Merci beaucoup. Je te laisserai taguer. Ouais, je te taguerai sur Insta et je mettrai aussi en description d'épisode, je te taguerai comme ça s'il y a des personnes qui sont un peu seules justement dans cette vie de maman solo et si elles ont envie de papoter avec toi, ça peut être sympa. Avec grand plaisir et surtout chercher les personnes qui vous tirent vers le haut et pas celles qui vous poussent vers le bas. Voilà. Carrément. Merci 1000 fois, Johanna. C'était super de passer cette heure avec toi. Je suis sûre, c'est certain que cet épisode ira toucher les personnes qui en ont besoin, comme toi, tu en avais peut-être besoin au moment où tu le vivais. Et merci de faire de ton histoire un relais. Merci de partager pour ces personnes qui vivront la même chose que toi après toi. C'est hyper généreux de ta part et merci beaucoup. Merci beaucoup Elise et en espérant que ça puisse aider. Je suis désolée si vous êtes dans cette situation vraiment, mais promis, ça restera pas tel quel pour toujours. Okay. À bientôt. À très bientôt. Bye bye. Voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode de Prenons un café. Cet épisode t'a plu? Parle-en à tes amis et partage-le sur Instagram en me taguant @elise_prenons un café. Ça reste le moyen le plus efficace pour faire grandir ce podcast. Après ça, tu peux aussi envoyer un max de love à Prenons un café sur Apple Podcast. C'est hyper simple. Tu ouvres ton appli Apple Podcast sur ton iPhone, tu vas sur Prenons un café et tu descends tout en bas. Là, tu mets le nombre d'étoiles que tu souhaites, au choix 5, et tu écris ce que tu veux dans la section Avis. Par exemple, le 27 septembre, Mathilde Dupe écrivait « Tellement magique d'entendre les mots et les réponses aux questions que je me pose sur certains sujets depuis que je suis devenue maman. Ça devrait être pris en charge par la Sécu, tellement ça fait du bien, tellement ça rassure et tellement ça apaise. Merci beaucoup. » C'est moi qui te remercie Mathilde pour le temps que tu as consacré à écrire ce message et les mots choisis, car ils me touchent énormément. Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Abonne-toi à Prenons un café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi. Autant d'un café.